La mort accidentelle d'une femme et de son enfant sur le boulevard France-Afrique a provoqué ce matin la colère des riverains. Ils ont incendié le véhicule incriminé et barricadé la voie pour exprimer leur mécontentement. Et puis de l'électricité dans un quartier non loti, c'est chose rare sous nos cieux. Comment les habitants de Nagrin, dans la périphérie de Ouagadougou, se procurent-ils l'électricité? Élément de réponse dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Une femme et son enfant ont été écrasés ce matin sur le boulevard France-Afrique. L'accident a provoqué la colère des riverains. Ils ont mis le feu au véhicule qui a causé l'accident avant d'organiser une manifestation pour exprimer leur mécontentement. Les sapeurs-pompiers et les journalistes qui se sont rendus sur les lieux pour faire leur travail ont été pris à partie. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Une portion du boulevard France-Afrique à Ouaga 2000 a été le théâtre d'une manifestation violente ce matin. À l'origine, un accident regrettable qui a coûté la vie à une femme et son enfant. Les 3 occupantes que nous n'avons pas vues du véhicule auteur de l'accident ont fauché les 2 personnes et les manifestants ont barré la route et incendié l'automobile. Ils s'en sont pris aussi à la CRS et aux sapeurs-pompiers, en témoigne cette vitre brisée. L'équipe de la RTB n'a pas également échappé à la furie des manifestants. N'eût été quelques citoyens empreints de civisme qui ont permis aux caméramans remorqués sur une mobilette, image que vous ne verrez pas ici, de se réfugier au commissariat de la Patte d'Oie. Cet accident mortel, c'est vrai, est regrettable à tout point de vue, mais la question d'un civisme croissante mérite également une réflexion et une réponse globale. Justement, au ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, on réfléchit sur les stratégies à mettre en place pour renforcer l'autorité de l'État. Réunis du 2 au 3 mai dernier à Manga au cours du conseil d'administration du secteur ministériel, les cadres de ce département se sont penchés sur la question d'un État fort qui garantit la sécurité à tous les citoyens. Reportage Pélagie Savadogo. Restauration de l'autorité de l'État et respect des libertés fondamentales à travers une meilleure administration du territoire et une application rigoureuse de la loi sur la sécurité intérieure, c'est le grand défi que le docteur Jérôme Boukma et ses collaborateurs devront relever à la tête du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Depuis le 2 mai, les actions à mener sont identifiées. Chaque acteur connaît le rôle qu'il devrait jouer pour concilier à la fois autorité de l'État et respect des libertés fondamentales. Comment, dans le respect donc des règles de l'État de droit, comment renforcer l'autorité de l'État, comment également faire en sorte que les règles juridiques qui sont adoptées, que nous sommes chargés d'appliquer, soient mieux connues des populations. Il faut susciter l'adhésion. Il n'y a pas d'autorité de l'État sans adhésion des populations. C'est le premier conseil d'administration du secteur ministériel qui survient après l'éclatement de l'ancien ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité en 2 départements. La rencontre de Manga était donc l'occasion de mobiliser l'ensemble du personnel autour des nouveaux enjeux du département. Nous allons en tout cas œuvrer pour qu'au niveau de l'action citoyenne, que nous puissions en tout cas mobiliser les populations, leur expliquer les objectifs, en tout cas assignés à notre ministère, et nous pensons que nous repartons satisfaits. Des recommandations sont faites pour mieux porter la politique du département de l'administration et de la sécurité, notamment l'organisation des états généraux sur la restauration de l'autorité de l'État, l'élaboration et l'adoption d'une politique nationale d'administration du territoire. Ils sont dans une zone non lotie, mais les habitants de Nagrin ont de l'électricité chez eux à la maison. Une situation qui contraste avec les réalités de la majorité de ces zones. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le quartier n'est pas alimenté par la Sonabel. D'où vient donc le courant de Nagrin? Élément de réponse avec Nathalie Savadogo. Nous sommes à Nagrin, un quartier non loti à la périphérie de Ouagadougou. Il est 20 h et voilà ce que ressemble le quartier. Des zones de commerce, des lieux de loisirs et des concessions éclairées. La plupart des habitants tirent l'électricité chez des opérateurs privés. Sont de ceux-là
la maison Son Tabac qui a accepté de nous accueillir. Avec un dispositif modeste, il alimente une partie de la zone. J'ai d'abord commencé par les plaques solaires à la maison. J'ai bougé près de 3 millions de francs. Ça n'a pas marché. Et j'ai dû payer un groupe électrogène. Pour la maison, ça n'a pas marché. Et maintenant, donc, j'ai payé un alternateur plus un moteur, des moulins à grains. Voilà, pour pouvoir donc faire travail. Et beaucoup de voisins sont venus me demander le courant. Et ils ne savaient pas que c'était limité. Et c'est ainsi donc que j'ai donné à quelques-uns et je n'en pouvais plus. J'étais obligé maintenant donc de payer un autre alternateur, ainsi de suite. Alors donc nous sommes arrivés donc à ce niveau-là. Donc nous nous sommes rendus compte que les alternateurs étaient très limités. Alors nous avons commandé un groupe électrogène avec une maison de la place. Alors donc à près de 13 millions comme cela. Alors avant que la Sonabel ne vienne, et quand la Sonabel est arrivée, nous avons demandé le courant avec ces derniers pour pouvoir donc continuer notre travail. Dans ce quartier situé entre deux zones viabilisées, les populations apprécient cette initiative. La plupart exercent dans les petits commerces. Elles mènent leurs activités avec quiétude. L'électricité dans le quartier nous aide beaucoup. Nous demandons à l'État de nous aider à mieux organiser cela. Nikiema Christophe, lui, réside dans la zone viabilisée. Il a la chance d'avoir même un poteau électrique devant sa porte. Mais il a préféré s'abonner chez le particulier, le coût étant à sa portée. Aujourd'hui, si le prestataire dit qu'il ne peut plus le servir ou si l'État lui-même décide de couper l'électricité parce que cela est illégal, ça serait un gros souci pour nous les habitants du non-loti. Une grande partie du quartier est alimentée. Et pourtant, le dispositif est simple. Un compteur, 30 ampères de la Sonabel et le courant redistribué à environ 150 ménages. Mais comment le promoteur s'arrange-t-il avec la Sonabel? Le partenariat entre la Sonabel et nous, il faut dire que nous sommes des travailleurs donc dans le noir pour la Sonabel. Et parce que selon les clauses donc de la Sonabel, il est dit que nous ne peut prendre leur courant et puis revendre. Et comme dans le non-loti ici, donc nous sommes dans le besoin, et alors donc il fallait bien sûr que quelqu'un donc prenne le risque. Nous l'avons fait. Et j'ai été donc le premier. Aujourd'hui, il y a près de plus de 30 prestataires. Il faut dire que ces individus qui ont tiré l'électricité ont abusé de la confiance de la Sonabel, en ce sens que il a été autorisé donc aux habitations ou aux habitants qui sont en limite des lotissements pour pouvoir bénéficier de l'électricité, parce que pouvant être réalisé suivant des conditions de sécurité requises. Tout ce qui est à l'intérieur des zones non loties, ce n'est pas normal. Le problème d'alimentation dans les zones non loties, nous ne pouvons pas dire que nous les ignorons. Ce sont des problèmes qui nous ont été rapportés parce que c'est toujours source de difficultés et des fois même de plaintes entre les habitants des zones. Mais malheureusement, l'intervention est assez difficile et délicate. Les opérateurs privés avec cette initiative soulagent beaucoup d'habitants, mais le dispositif est presque artisanal et les branchements anarchiques, ce qui présente un grand danger en cas d'accident. Avec nos petits-enfants comme ça, si le fil là tombe et puis on n'a pas vu ça, et si les enfants là prennent ça, ça peut nous causer des problèmes. L'an dernier, durant la saison pluvieuse, il y a eu un cas malheureux. Dieu merci, la personne ne s'est pas blessée. Donc comme cela, c'était une vieille femme donc, qui passait à quelque part où quelqu'un avait enterré justement donc, un morceau de fil. Et le morceau de fil étant donc blessé, quand la vieille veut mettre le pied dans l'eau, ça la secoue. Et alors donc elle crie. Le service de Son Tabac est considéré nécessaire, mais présente un grand danger. Il est donc urgent de l'encadrer afin que les risques potentiels ne prennent pas un jour le pas sur les bienfaits qu'il procure. Les méthodes de planification familiale peinent à trouver preneur au sein des populations des régions du centre-nord et du plateau central. Une caravane de presse a été organisée par le ministère de la Santé pour permettre aux journalistes eux-mêmes de faire le constat.
On fait donc le constat avec Nathalie Kaoré. Dans le centre-nord, tout comme dans le plateau central, la situation de la planification familiale est à un stade insuffisant. Manque de produits contraceptifs, manque de personnel qualifié, préjugés, voici autant de raisons qui expliquent cette situation dans ces deux régions. Il y a des CSPS qui ne sont pas complets et dont on ne dispose pas de tout le personnel capable donc, de distribuer ce produit par exemple. Et donc quand c'est comme ça, forcément, ces femmes qui se relèvent de cette ère sanitaire n'ont pas accès aux méthodes. Bon, les pesanteurs socio-culturelles, ça c'est pour tout le pays. Il n'y a pas un endroit du pays où on vous dirait qu'il n'y a pas d'influence de la culture par rapport à l'utilisation des services de la santé et de la reproduction, notamment les planifications familiales. Il n'est pas rare de voir une femme venir et demander à l'agent de santé de garder sa carte pour qu'elle puisse se cacher pour venir, parce qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle fait la planification familiale. Elle a peur que son mari même le découvre, que toute sa société même découvre qu'elle-même elle adopte une méthode contraceptive. La compétence de certains agents de santé peut jouer aussi là-dessus. Bien sûr, il y a la sensibilisation qui est peut-être insuffisante. Quand on manque de moyens pour mener à bien les activités, ça peut jouer aussi sur ça. Malgré cette situation peu reluisante, certaines localités ont vu leurs indicateurs sur la planification familiale s'améliorer grâce à la contribution des médias. C'est le cas du village de Kangouen dans le Kourouégo et de Forgui dans le San Mantenga, où l'émission Burkina Variété de la RTB a permis un changement de comportement chez les populations. Et récemment, grâce même à l'émission Burkina Variété qui s'est réalisée ici le 28 mars passé, j'ai dit que, en tout cas du 28 à nos jours, nous avons pu enregistrer 40 nouvelles femmes qui sont venues pour la planification familiale. Donc nous pensons que si ça se poursuit comme ça, nous allons vraiment atteindre les objectifs escomptés. À côté des médias, les leaders coutumiers affirment qu'ils saisissent toutes les occasions pour faire passer le message sur la planification familiale. La planification familiale présente beaucoup d'avantages pour la population. Elle permet de mieux gérer sa famille en termes de santé, d'alimentation et d'éducation. Les gens doivent comprendre que la planification familiale n'est pas la limitation des naissances. Il s'agit là d'espacer les naissances et quand on la pratique, on évite les cas d'infidélité dans le couple. Cette caravane de presse a été organisée par la Direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé avec le soutien financier de l'UNFPA. Cette caravane nous a permis en tout cas de déceler un certain nombre de choses qu'il faille en tout cas essayer de résoudre. Et au niveau de certaines régions déjà, il y a des stratégies novatrices qui sont en train d'être mises en œuvre, notamment la stratégie école des maris. Il y a également l'approche IFC, individu, famille, communauté. Et l'un dans l'autre, toutes ces stratégies vont aider en tout cas à mieux impliquer les hommes et donc à améliorer les indicateurs en matière de SRD d'une manière générale et de planification familiale en particulier. Les taux sont très bas et ça démontre qu'il y a du travail à faire. Je dirais que la balle repose aussi dans notre camp parce qu'après cette caravane, il nous revient aussi de rendre compte de ce qui se passe et puis d'inciter un peu la population dans les différentes régions à faire beaucoup d'efforts. Quand on voit un peu les pesanteurs qui ne sont pas insurmontables selon moi, s'il y a la sensibilisation. Tout au long de cette tournée, il est ressorti régulièrement que l'homme reste le principal obstacle à l'utilisation de la planification familiale dans les familles. C'est ainsi que les acteurs de la santé et de la reproduction ont décidé de réorienter la sensibilisation par l'introduction de la stratégie appelée École des maris. Cette stratégie consiste à identifier des hommes modèles qui pratiquent la planification familiale pour que ceux-ci servent de relais pour transmettre le message à leurs pairs dans les communautés. Mais pour que l'école des maris ait des succès considérables, ces initiateurs comptent sur l'accompagnement des autres acteurs de la société et principalement les leaders de la tradition et les médias.
Et l'une des conséquences de la non-maîtrise des naissances dans les ménages, c'est bien la malnutrition. Un fléau qui persiste et qui sape les efforts de développement de bien des pays. Les stratégies de développement basées sur l'augmentation de la production agricole doivent être accompagnées par des investissements spécifiques dans le domaine de la nutrition, nous dit Lazare Pouya. Derrière ces images se dessine la face cachée de la faim et le désarroi de tout un peuple. Une nation toujours en proie au phénomène de la malnutrition et qui doit nécessairement inscrire aujourd'hui la question de nutrition dans son agenda de développement. On a souvent des images assez choquantes de malnutrition aiguë, alors que nous n'ignorons pas qu'aujourd'hui, quand sur le plan alimentaire, il y a un déficit, que ce soit en excès, que ce soit à défaut, véritablement, vous allez avoir la malnutrition qui va se présenter. Selon les statistiques des Nations Unies de 2012, au Burkina Faso, plus de 10% des enfants de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et plus de 34% de retard de croissance. Cet état pathologique résulte d'une inadéquation par excès ou par défaut entre les apports alimentaires et les besoins de l'organisme. La malnutrition affaiblit le capital humain, freine la croissance économique, perpétue la pauvreté et réduit ainsi les capacités de développement économique des pays. Même au niveau des zones rurales, ça veut dire que ce phénomène prend de l'ampleur. Mais tout ce qui est d'abord sûr, c'est que cette malnutrition, elle est toujours non seulement conjoncturelle par rapport à notre crise, et elle est structurelle à partir du moment où il y a ce retard de croissance que nous suivons toujours et que nous pensons toujours effectivement à la résolution, nous attaquer effectivement à ce problème de la malnutrition par effectivement retard de croissance qui est un phénomène qui jalonne effectivement le développement socio-économique de la nation. Selon les estimations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2010, 171 millions d'enfants, dont 167 dans les pays en développement, souffraient de retard de croissance. À l'échelle d'un pays, ce retard de croissance peut entraîner une réduction du produit intérieur brut de 2 à 3%. Un citoyen qui aspire à avoir des connaissances, qui aspire à avoir des forces pour pouvoir travailler, doit d'abord bien manger. Et bien manger n'est pas seulement manger quantité, mais aussi manger qualité. C'est pourquoi aujourd'hui, les efforts sont tournés non seulement sur une production quantitative de denrées alimentaires, mais également orientés vers les efforts et les mécanismes pour faire en sorte que cette production alimentaire puisse être utilisée convenablement. L'amélioration de la nutrition peut être un moteur de la croissance économique, surtout pour un pays comme le Burkina Faso. Parmi les 40 pays où la malnutrition chronique sévit, avec une prévalence très forte de 40% et plus, 23 sont situés en Afrique. Si les tendances actuelles se poursuivent, en 2020, le nombre d'enfants en retard de croissance passera à environ 142 millions. Alors, la mise en place d'une politique efficiente de sécurité alimentaire et la conjugaison des efforts des différents acteurs intervenant dans la lutte contre la malnutrition doivent être une priorité. Et on parle maintenant du niébé, une spéculation qui contribue à la lutte contre la malnutrition. La 4e édition de la foire consacrée à cette denrée s'est tenue hier à Diouroum, dans le Sourou, initiée par les femmes de l'association Yiyé de cette province. La fête du niébé vise à promouvoir davantage la filière. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Produit alimentaire très prisé et de surcroît de lutte contre la pauvreté, le niébé dans sa diversité était à l'honneur ce samedi à Diouroum, village situé dans la commune de Tougan. Le dit village est traditionnellement leader en matière de production du niébé dans la province du Sourou et à cette 4e fois, les meilleurs producteurs ont été récompensés. Je souhaite à tout le monde de bien faire la culture du niébé pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire et puis lutter contre la pauvreté. Parce qu'en conséquence, puisque c'est le niébé, en quelque sorte, nous qui sommes ici, qui n'avons pas la chance de faire le coton, doivent bénéficier de cette filière-là pour pouvoir, en tout cas, répondre à nos besoins. L'initiative est de l'association Yiyé des femmes du Sourou,
qui à cette édition 2013 innove avec la participation de producteurs venus hors de la province. L'objectif recherché, le thème d'abord, c'est femmes rurales et sécurité alimentaire. Pour nous, c'est que si la femme est formée, elle est équipée, elle contribue beaucoup à la recherche de la sécurité alimentaire. Elle peut garantir la sécurité alimentaire. Le développement de cette filière permet d'accroître les revenus, aussi bien des ménages et particulièrement des femmes que des groupements. Comme on l'a constaté avec la distribution des prix, il y a des groupements, il y a des producteurs individuels et c'est toute la chaîne qui nous autorise à dire que c'est une filière porteuse. Visite de stands d'exposition, musique, danse, on clôt la cérémonie et rendez-vous est pris pour 2014. L'association féminine pour le développement de la Tapoa tient depuis ce matin à Ouagadougou sa première édition d'exposition vente des produits forestiers non ligneux. Pendant 2 jours, elles vont montrer au grand public le talent culinaire des femmes gourmandiers. Reportage Adama Koulibaly. Et c'est parti pour la première édition de l'exposition vente des produits forestiers non ligneux de la province de la Tapoa, qui se tient non pas à quelques encablures de Diapaga, mais plutôt ici à la maison de la femme de Ouagadougou. Ces femmes ont battu des centaines de kilomètres pour venir présenter leur savoir-faire en matière de produits forestiers non ligneux. Cette initiative vise surtout à offrir aux femmes de la Tapoa un cadre adéquat pour la pratique de cette activité. Alors nous voulons à travers cette foire faire connaître, mais aussi amener les femmes à passer du secteur informel au secteur formel. Du sumbala, du néré, du miel, du savon à base de beurre de karité, bref, une panoplie de produits exposés sous le signe de la parenté à plaisanterie. C'est vraiment une initiative originale parce que vous voyez, c'est des femmes qui se lèvent depuis la Tapoa pour venir à Ouaga pour promouvoir leurs produits. Et quand on sait que vraiment, dans cette région-là, il y a beaucoup de produits forestiers qui sont vraiment transformés. C'est l'occasion pour elles de venir faire découvrir ces produits. Et elles sont là et elles ont à côté les femmes d'Yatenga aussi, qui sont venues pour leur faire la concurrence directement sur le terrain. Donc c'est vraiment quelque chose à encourager. Que nos esclaves nous ont conviés parce qu'elles savent bien qu'elles ne peuvent pas réussir sans notre participation. C'est pourquoi nous sommes venus pour les aider, pour les égayer. Outre la promotion des activités socio-économiques, l'Association féminine pour le développement de la Tapoa œuvre pour la scolarisation des filles ou encore la sensibilisation des filles et des femmes sur la santé de la reproduction. Des Altino Koundé d'or 2013, Koundé du public et de l'artiste le plus joué en discothèque, a reçu ses prix promis par Eltel Burkina le 26 avril dernier. Le point de la remise de ces prix avec Claudine Bikaba. Chose promise, chose due. C'est tout heureux que Des Altino, Koundé d'or 2013, Koundé du public et l'artiste le plus joué en discothèque de l'année, reçoit des mains du DG de Eltel Burkina son prix. Mais moi particulièrement Des Altino, aujourd'hui je suis content, je suis ému, je suis heureux parce que c'est le plus beau cadeau. Et je ne dirais pas le plus beau cadeau de ma carrière musicale, mais le plus beau cadeau de ma vie. Il reçoit 2 portables de marque Samsung Galaxy S4 pour avoir été lauréat 2 fois avec d'autres avantages que sont un an de communication gratuite et un an de connexion Internet sur le réseau RTL. Je lui disais qu'il est déjà sur le podium. Il faudrait maintenant qu'il redouble d'efforts pour rester sur le podium. Un acte qui vient aussi renforcer les relations de partenariat entre cette entreprise et le commissariat de Koundé. Nous espérons que ce partenariat va se raffermir davantage pour nous permettre de faire rêver au maximum le grand public, les artistes et faire évoluer le showbiz burkinabé. RTL répond ainsi à sa volonté de soutenir la promotion de la musique burkinabé et partant la culture du Burkina.
Fin de cette édition. Toute l'équipe de réalisation de cette semaine s'est jointe à moi pour vous dire merci de votre fidélité. Bonsoir et surtout bonne reprise de travail pour demain.